C'est Jacques Ravenne qui est notre invité cet après-midi dans Hélène l'après-midi sur Hélène Radio. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors vous êtes auteur, généralement jusqu'ici, ça fait 25 ans, je pense que quand on lit votre nom, il est collé à Giacometti, parce que vous avez un gros passé, d'auteur en commun, hein. Vous écrivez beaucoup à deux, des romans historiques, et là il y a un schisme. Alors en fait, nous fêtons au mois de juin nos 20 ans de carrière, donc sur des romans qui mêlent histoire, ésotérisme et surtout ce sont des thrillers. Thrillers historiques, on va dire. Thrillers historiques, c'est ça. Et donc on s'est posé la question avec Eric de comment un petit peu on pouvait marquer le coup. Et Eric, ça fait longtemps qu'il avait une idée de travailler autour du Vatican, autour de certains de ces questions-là. Moi, je voulais à tout prix reprendre le flambeau de Maurice Druon et des Rois Maudits parce que j'étais fasciné par cette époque-là, dont Philippe le Bel, les Templiers, Guillaume de Nogaret. Et donc, pour le 20e anniversaire, on a décidé d'une séparation temporaire et de faire ce qu'on appelle une œuvre au miroir. C'est-à-dire que pour nos lecteurs qui sont habitués à nous lire ensemble, évidemment, ce sont deux aventures séparées, mais dans des domaines que nos lecteurs connaissent bien. Mais surtout, il y a des effets d'écho à découvrir, certains évidents, d'autres beaucoup moins, et d'autres qui n'ont pas encore été découverts. Alors ici, les Ressuscités, c'est le titre de votre roman à vous, Jacques Ravenne. On est au début du XIVe siècle, on est à Paris, il y a les rois de France et toute la famille qui va avec, il y a les courtisanes, et il y a les Templiers. Alors les Templiers, c'était un peu à un moment donné l'État dans l'État. Ils sont devenus trop riches, ils sont devenus trop puissants. Le roi de France tente de s'en débarrasser, et puis il en reste quand même quelque part. Hein. Alors les Templiers, en fait, c'est comme si aujourd'hui en France ou en Belgique, on avait une ONG armée. Oui. Voilà. C'est insupportable, ça serait totalement insupportable. Or, les Templiers sont le bras armé du pape. Et Philippe le Bel est en guerre absolue avec le pape depuis des années. Je ne parle pas des excommunications, des deux côtés, etc. Donc, ces Templiers, il faut les abattre. Ce qui se passe simplement, c'est que ces Templiers, il y a une légende noire autour d'eux sur un trésor dont on ne sait pas trop s'il est spirituel, s'il est un trésor financier ou autre. Et donc, ça va hanter toute cette époque-là, et surtout, cette époque de Philippe le Bel, de Guillaume de Nogaret et Templiers, c'est une époque charnière pour l'histoire. Parce que vous avez l'hérésie cathare qui se termine. Les derniers cathares qu'on brûle, c'est 1320. Les Templiers sont déjà arrêtés. Les deux groupes sont accusés d'hérésie. Et quand on a liquidé les deux groupes, on a la mâchoire de l'hérésie et du pouvoir royal qui est ouverte. Et il faut trouver autre chose. Et le premier bûcher des sorcières est 1327. Et on va avoir cet effet de bascule. Cathare, Templiers, être traité d'hérétique quand on est soldat du pape, vous imaginez. Et ensuite, la machine, il faut l'alimenter. Et ça va être les sorcières 1327. Il faut trouver un bouc émissaire, quoi. En fait, la notion de bouc émissaire, la première rafle de l'histoire, c'est les Templiers. Le premier procès politique à la hauteur d'un État, c'est les Templiers. Le premier bouc émissaire, ça va être les sorcières. Vous voyez, on est dans quelque chose qui définit aussi notre 21e siècle. Un roman historique ne peut pas être un roman uniquement de distraction. Il est fait pour ça, bien entendu, surtout quand il est fait comme un thriller. Mais fondamentalement, il doit aussi éclairer le présent. Et je pense que les répercussions avec le présent, vous les voyez facilement. On les voit assez facilement. Et aussi, on retrouve aussi évidemment des lieux dans Paris qui existent encore aujourd'hui, qu'on a fréquentés en tant que touriste aujourd'hui, sauf que sur ces lieux-là, mais en 1300 et quelques. Et on a l'impression, en lisant l'histoire, de moiteur, de noirceur, d'odeur pestilentielle. C'est pas une époque riante, quoi. Alors, à la fois, c'est pas une époque riante parce qu'effectivement, ce Paris-là est un Paris noir, sombre. Il y a la peste aussi. Violent. Vous avez, alors la peste arrive un peu plus tard. Là, ce sont des épidémies qui arrivent, qu'on ne sait pas trop nommer, mais qui peuvent créer beaucoup de dégâts. Et surtout, évidemment, c'est un régime de fer. Voilà, la notion de justice, la notion d'humanisme est totalement existante. Mais dans le même temps, c'est une époque où le merveilleux est au coin de la rue. Et les Ressuscités, c'est quoi? C'est l'histoire vraie d'un homme qui, 7 ans après une bataille où il est censé être mort, réapparaît en plein Paris. C'est pas n'importe qui, c'est le neveu de la reine. Et, fascinant, tout le monde le reconnaît. Le frère du roi le reconnaît. On le remet dans ses titres, on le remet dans ses terres, on le rend à sa femme. Personne ne dit comment la femme l'accueille, parce que 7 ans, c'est un peu long. Jusqu'au moment où il y a un deuxième ressuscité, un troisième, quatrième. Là, on se dit,
Il y a peut-être un petit problème de manipulation, évidemment, on liquide le tout. Mais on est dans l'époque du miracle, du merveilleux, où il n'y a qu'un seul ressuscité, c'est le Christ. On est prêt à croire, en fait. On est prêt à croire, et en même temps, la religion de cette époque-là, par rapport à celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est quand même plutôt aimer son prochain, enfin, c'est le principe de base. À l'époque, c'est quand même plutôt se méfier de son prochain. C'est-à-dire que le prochain, on ne sait jamais qui il est. Puis quand même, mettez-vous à la place de 98% de la population qui est paysanne. Vous savez quelle est la caractéristique de ces gens-là? Ils mourront sans avoir jamais vu leur visage. Vous voyez là? Oui. Il n'y a pas de miroir. Le miroir, c'est sans reflet, 1% de la population. Ouais. Tout ce qu'il voit, ce qu'il peut voir, c'est dans une flaque d'eau. Imaginez aujourd'hui, à l'ère du selfie, une civilisation, et voyez l'écart. Donc la peur de l'autre, évidemment, est beaucoup plus grande parce qu'on ne le reconnaît pas comme son identique. Alors effectivement, c'est une époque troublée, délicate, mais quand vous regardez la famille royale, ça vaut tout à fait ce qu'on trouve à la cour d'Angleterre. Là, en revanche, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, avec un roi qui n'arrive pas à donner une descendance, avec des luttes internes pour savoir qui prendra la succession à un moment donné, et finalement ça nous arrange bien si celui-là n'arrive pas à être père, parce que comme ça on pourra le dégommer, ça. Et alors il y a aussi le garde des Sceaux, qui est dans votre histoire, qui est un personnage extraordinaire. Alors c'est Guillaume de Nogaret, c'est un personnage... vous savez, il est tellement magnifique que Maurice de Houellebecq, dans Les Rois maudits, lui a fait survivre 1 an à sa propre mort, pour qu'il coïncide avec le bûcher des Templiers. Les Templiers maudissent Guillaume de Nogaret, le roi de France et le pape, sauf que, erreur tragique, Guillaume de Nogaret est mort 1 an avant. Donc vous voyez, c'est un personnage totalement... parce que il représente cette espèce de rigueur des États qui sont en train de se constituer. C'est vraiment l'homme qui va instaurer un régime de fer. Et donc ces gens-là, à la fois, on a l'impression, une conscience très développée, puis en même temps, ils sont extrêmement rigides. Je vous rappelle quand même que Guillaume de Nogaret, je ne l'ai pas fait dans le bouquin, mais j'aurais aimé le faire, c'est quand même l'homme qui a déposé un pape et qui l'a fait frapper. Le pape en est mort 3 semaines. Imaginez aujourd'hui Monsieur Retailleau, ou Monsieur Darmanin, garde des Sceaux, nos brillants ministres, etc., aller voir le pape, lui dire « Et Toto, maintenant c'est terminé ». Vous imaginez comment ça serait passé. Donc un siècle de fer, mais avec des personnalités qui sont tourmentées, parce que ce qui est fascinant dans Guillaume de Nogaret, c'est qu'il a abattu les Templiers, abattu la papauté. Moi, j'en fais quand même un des fondateurs de la laïcité à la française. Je pense qu'elle naît là. Il y a aussi cet ancien Templier, il y a une sorcière aussi au début du livre, et c'est assez fou parce que ça perturbe, je trouve, le lecteur qui n'est pas très au courant de l'histoire, comme moi par exemple, parce que je n'imagine pas les Templiers en satanistes. Or, il y a une scène qui tient du satanisme au début. Absolument. Il suffit de voir le procès des Templiers et les questions qui sont posées. On leur demande s'ils adorent le diable, on leur demande s'ils font des pratiques qui sont plus que douteuses, etc. C'est une atmosphère qui croit autant aux dieux qu'au diable. D'où les reliques, d'où les trafics de reliques, d'où tout ce qu'on peut faire avec les reliques. Qui est une des trames de l'histoire. Voilà, qui est la trame de l'histoire. Et bien sûr, l'émergence des sorcières qui apparaît à ce moment-là. Et ce qui est très drôle, parce qu'en général, les sorcières, c'est quoi ? C'est des femmes qui règlent le problème de mari trop âgé. Généralement, c'est ça. Qui règlent le problème, de mari un peu trop prégnant, voire de beau-fils. Voilà. C'est plutôt des tueuses qu'autre chose. Mais comme on ne sait pas trop à l'époque, quand il y a une mort suspecte, de quoi elle vient, on va créer ce mythe de la sorcière qui tue par le diable. Il y a aussi le peuple a besoin de spectacle, le peuple a besoin de sang, et s'il ne l'a pas, le peuple se révolte. Ça paraît dingue. Hein. C'est-à-dire que c'est l'époque des exécutions publiques qui sont en fait les jeux que nous avons aujourd'hui. Une exécution publique peut durer des heures. La manière dont on tue quelqu'un, on peut le déchiqueter, on peut l'écarteler, on peut lui briser ses membres, on peut le passer à la roue, on peut lui couper les parties génitales qui sont toujours récupérées parce que ça sert, comme entre parenthèses, la langue aussi. On peut faire énormément de choses et le peuple adore ça. Mais si par malheur le spectacle n'est pas à la hauteur, là, les choses peuvent durer. Quelques siècles après, il y a quand même l'histoire d'un bourreau qui décapite à la hache et n'y arrive pas. La tension populaire est telle que sa femme prend la hache pour terminer le boulot, elle n'y arrive pas, ils sont tués tous les deux. Par une population en valeur dérive. Alors, vous allez me dire, on en est loin.
Quand je vois comment des matchs de foot peuvent dégénérer, je me dis qu'on n'en est peut-être pas aussi Oui, ou que loin certains voudraient organiser des Jeux Olympiques, enfin des Jeux sous substance dopante. Quelque part, on n'a pas tellement évolué. Hein. Je pense que c'est pas qu'on évolue, je pense que la nature humaine se leurre elle-même. Ouais. Et elle revient finalement à des fondamentaux. Et l'époque médiévale a cet avantage pour nous de pouvoir nous éclairer parce que ces fondamentaux, finalement, nous les avons tous en nous-mêmes. Et on continue aujourd'hui encore à avoir énormément de soif, je dirais, d'apprendre et de fantasmes sur cette période du Moyen-Âge. Vos romans sont quand même tous des best-sellers. Et il n'y a qu'à voir le succès qu'a eu Game of Thrones, qui est jamais qu'une adaptation d'histoire moyenâgeuse. Hein. Le Moyen-Âge est pour l'ensemble des Européens, et même un petit peu aux États-Unis, une sorte de matrice qu'on peut retravailler qui nous renvoie à notre propre image. C'est ce que fait, je pense, Game of Thrones, qu'avait déjà réussi Maurice Ruon et que j'espère pouvoir faire dans ce livre. Ça s'appelle Les Ressuscités, c'est paru chez Jean-Claude Lattès. C'est un thriller médiéval au cœur des ténèbres, c'est vous qui le dites. Et franchement, oui, c'est assez ténébreux. On peut pas vous raconter énormément de choses sur ce qui se passe dans le livre parce que c'est un thriller et sinon on va vous priver du plaisir de le lire. Absolument. Merci beaucoup, Jacques Ravel. Merci beaucoup.